Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie. Cette vidéo est la 9e d'une série destinée à tester vos compétences à exploiter des documents de biologie. Les 3 précédentes vidéos étaient consacrées aux mitochondries et nous avons plus particulièrement décrit les fonctions des mitochondries. Dans cette 9e vidéo, nous allons nous intéresser à l'origine des mitochondries en nous appuyant notamment sur des documents tels que les 3 qui sont présentés ici. Cette vidéo est structurée en 2 grandes parties. Dans une première partie, je vous poserai 5 questions numérotées de 28 à 32. Pendant toute cette partie consacrée aux questions, vous pourrez repérer en haut à gauche de votre écran l'icône suivante qui vous signale qu'il faut prendre le temps d'observer le document proposé, de réfléchir et de mobiliser vos connaissances. Interrompez la lecture de cette vidéo pour chacune des 5 questions posées afin d'avoir le temps de rédiger en quelques lignes les réponses à ces questions. Dans la seconde partie de cette vidéo, je vous présenterai les réponses aux 5 questions posées. L'icône suivante, qui apparaît en bas à droite de votre écran, vous signalera alors que vous êtes dans la partie correction de cette vidéo. Cette partie, consacrée à la correction, sera aussi l'occasion de revenir sur les connaissances essentielles qui concernent les thèmes abordés par les questions. Et je vous rappelle qu'un corrigé n'est profitable dans votre travail que si vous avez fait d'abord l'effort de réfléchir attentivement aux questions posées. Démarrons la première partie de cette vidéo, dans laquelle vous allez découvrir le contenu des questions 28 à 32, lesquelles reposent notamment sur ces quelques documents que vous aurez à observer et à analyser. Ces questions font également appel à vos connaissances que vous devrez mobiliser pour exploiter ces documents. Voici tout d'abord le contenu de la 28e question. Vous devez tout d'abord analyser ce document, puis identifier les éléments X. Vous devez ensuite légender ce document et identifier le type cellulaire contenant ces éléments X. Faites une première pause ici, dans la lecture de la vidéo, et prenez le temps de bien observer ce document et d'argumenter précisément les identifications que vous ferez. Passons maintenant à la 29e question. Le schéma de droite a été réalisé à partir d'une observation d'un élément Y, tel que celui visible à gauche. Je vous demande d'identifier cet élément Y et de légender le schéma de droite. Interrompez à nouveau ici la lecture de cette vidéo pour prendre le temps de bien observer ces documents, d'identifier les éléments Y en argumentant cette identification et d'écrire les légendes qui correspondent au numéro 1 à 9 de ce schéma. Découvrons maintenant l'intitulé de la 30e question. Je vous demande dans cette question de faire appel aux données issues des 2 questions précédentes et de faire appel également à vos connaissances pour présenter les ressemblances structurales et biochimiques qui existent entre les éléments X et les éléments Y. Faites ici une nouvelle pause dans la lecture de cette vidéo afin d'établir par écrit la liste précise de ces ressemblances. Passons à la 31e question dans laquelle je vous demande d'utiliser ces 2 documents afin de présenter une autre ressemblance entre les éléments X et les éléments Y. Interrompez la lecture de cette vidéo et prenez à nouveau le temps de bien observer ces documents et d'écrire en quelques lignes la nouvelle ressemblance entre X et Y que ces 2 documents permettent d'aborder. Voici l'intitulé de la 32e question qui est aussi la dernière de cette vidéo. En tenant compte des données issues des 2 questions précédentes et en tenant compte aussi de vos connaissances et en vous aidant également de ce schéma que vous aurez à compléter, je vous demande de présenter la théorie actuellement admise qui permet d'expliquer l'origine des éléments X au cours de l'histoire du vivant.
stoppez une dernière fois la lecture de la vidéo et prenez tout votre temps pour répondre à cette 32e question en prenant soin notamment de compléter ce schéma. Démarrons maintenant la seconde partie de cette vidéo consacrée à la correction des questions 28 à 32. Ne poursuivez la lecture de la vidéo que lorsque vous aurez réfléchi suffisamment aux 5 questions posées et que vos réponses écrites vous sembleront à la fois complètes et satisfaisantes. Dans la question 28, il s'agissait d'analyser ce document, d'identifier les éléments X, de retrouver les légendes qui correspondent aux numéros 1 à 7 et enfin d'identifier le type cellulaire qui contient ces éléments X. Ce document est constitué par 2 schémas différents. Le premier est le petit schéma qui apparaît ici en haut à droite et sur lequel on pouvait identifier 3 cellules faiblement grossies, ce qui ne permet pas, à cette échelle, d'en observer les détails. Ce petit schéma a été réalisé à partir d'une observation en microscopie optique. Ces 3 cellules contiennent chacune un noyau et on pouvait observer dans chacun de ces noyaux 2 ou 3 nucléoles. Comme ces cellules possèdent chacune un noyau, il s'agit donc de cellules eucaryotes. Je vous rappelle que les cellules eucaryotes possèdent un noyau, mais aussi des organites délimités par des membranes. Les cellules eucaryotes observées ici ont une forme arrondie. Elles sont limitées par une membrane plasmique, mais pas par une paroi, et le diamètre de ces cellules est d'environ 15 micromètres. Il ne s'agit donc pas de cellules végétales, mais de cellules animales. On pouvait aussi repérer la présence, ici, ici, ou encore ici, de capillaires sanguins qui irriguent ces cellules. Le cytoplasme de ces cellules contient de nombreux éléments X, de taille micrométrique et de forme arrondie ou allongée. Le second schéma à analyser est plus grand que le premier et il permet de voir des détails ultrastructuraux de cette cellule animale. Ce schéma a donc été obtenu à partir d'une électronographie qui a nécessité l'utilisation d'un microscope électronique à transmission. Sur ce grand schéma, on peut notamment voir la présence de membranes intracellulaires délimitant des organites de cette cellule eucaryote. Et parmi ces organites, on pouvait repérer ici des membranes simples recouvertes de particules noires. Ces membranes forment le réticulum endoplasmique rugueux, recouvert ici par de très nombreux ribosomes. On est donc ici dans le cytoplasme de la cellule et on retrouve dans le cytoplasme de cette cellule de nombreux éléments X qu'on avait déjà repérés sur le petit schéma, mais dont on peut observer ici, sur ce grand schéma, les caractéristiques ultrastructurales. Ces éléments X sont délimités par une membrane externe qui fait face au cytoplasme. Très proche de cette membrane externe, on va trouver une seconde membrane que j'appellerai la membrane interne. Les éléments X sont donc entourés par une enveloppe constituée par une double membrane. Un mince espace intermembranaire que je vous pointe ici, qu'on appelle aussi la chambre externe, est limité par ces 2 membranes qui constituent l'enveloppe des éléments X. La membrane interne forme de nombreux replis, ce qui en augmente la surface. L'ensemble de ces caractéristiques ultrastructurales des éléments X permettait de les identifier. Les éléments X sont des mitochondries et les replis de la membrane interne constituent ce que l'on appelle les crêtes mitochondriales, crêtes qui jouent un rôle clé dans la synthèse d'ATP. La membrane interne limite aussi une vaste chambre interne
qu'on appelle la matrice mitochondriale. Et on peut trouver dans cette matrice mitochondriale de petites particules qui ont la taille des ribosomes cytoplasmiques. Ces éléments sont des mitoribosomes, c'est-à-dire des ribosomes particuliers présents à l'intérieur de la mitochondrie et permettant la synthèse de protéines mitochondriales. On pouvait également repérer dans le cytoplasme des membranes simples non associées à des ribosomes cytoplasmiques et constituant le réticulum endoplasmique lisse. De même, le cytoplasme de cette cellule contient des amas de granulations denses qui sont disposés ici en rosette. Ces éléments sont des particules de glycogène. Les cellules animales observées ici sont des cellules du foie, c'est-à-dire des hépatocytes, qui sont des cellules très actives sur le plan métabolique, qui contiennent chacune entre 1000 et 1500 mitochondries, qui sont aussi des cellules très irriguées par les capillaires sanguins que nous avions repérés ici, et qui sont des cellules qui accumulent le glycogène. Je vous renvoie aux 3 précédentes vidéos de cette série pour revoir la structure et les fonctions énergétiques des mitochondries. Passons maintenant à la correction de la question numéro 29. Le schéma de droite a été réalisé à partir d'une observation d'un élément Y tel que celui visible à gauche. Il s'agissait ici d'identifier cet élément Y et de légender ce schéma. Le schéma de droite a été obtenu en fait à partir d'une micrographie qui est présentée ici, micrographie qui a été obtenue par microscopie électronique à transmission, et cette électronographie a ensuite été artificiellement colorée. Cet élément Y est une cellule, mais contrairement à l'hépatocyte que nous avons décrit dans la question précédente, cette cellule Y ne comporte pas de noyau, ni de compartiment intracellulaire, et cette cellule a une taille de l'ordre du micromètre. Il s'agit donc d'une cellule beaucoup plus petite que l'hépatocyte. Cette cellule Y, sans noyau, sans membrane intracellulaire et dont la taille est micrométrique, n'est donc pas une cellule eucaryote, mais une cellule procaryote. Et je vous rappelle que les procaryotes sont des organismes généralement unicellulaires et microscopiques qui sont dépourvus de noyaux et qui ne contiennent généralement pas d'organites membranaires. Les procaryotes ne sont donc pas des cellules compartimentées par opposition aux cellules eucaryotes. Les procaryotes se divisent en 2 grands ensembles. D'une part, les eubactéries ou bactéries vraies, et d'autre part, les archées. L'ensemble des eubactéries regroupe la majorité des espèces de procaryotes connues, soit environ 10 000 espèces. Les eubactéries sont parfois tout simplement appelées les bactéries. Et on peut citer dans ce groupe des eubactéries la bactérie Escherichia coli, qu'on appelle aussi le colibacille, et qui est présente par exemple dans notre tube digestif. Ce colibacille a une forme de bâtonnet de 1 à 2 micromètres de longueur, et c'est une bactérie hétérotrophe. Rappelons qu'un organisme hétérotrophe nécessite des composés organiques exogènes comme principale source de carbone et d'énergie. Et cette bactérie, Escherichia coli, va utiliser les matières organiques, en particulier les oses telles que le glucose et le lactose, qui sont présents à l'intérieur du tube digestif. Parmi les eubactéries, on peut également citer les cyanobactéries, qui se présentent le plus souvent sous la forme de fins filaments. Les cyanobactéries présentent la particularité d'être dotées d'une activité photosynthétique. Les cyanobactéries sont donc autotrophes, c'est-à-dire capables de synthétiser leurs constituants organiques à partir de composés minéraux. Elles sont notamment capables d'utiliser le CO2
pour fabriquer leur matière organique grâce au processus de photosynthèse qu'elles réalisent. Les cyanobactéries possèdent aussi un système d'endomembrane restreint et elles présentent donc une compartimentation rudimentaire. Les cyanobactéries sont illustrées ici par le genre Nostoc. Ces cyanobactéries du genre Nostoc forment des filaments pluricellulaires qui deviennent macroscopiques et dont toutes les cellules ne sont pas identiques. La plupart de leurs cellules permettent la réalisation de la photosynthèse, c'est-à-dire permettent l'assimilation du carbone minéral en carbone organique grâce à la lumière, mais certaines cellules de ces filaments de Nostoc ont une paroi plus épaisse et elles permettent l'assimilation de l'azote minéral en azote organique. Les bactéries du genre Nostoc sont donc autotrophes à la fois pour le carbone et pour l'azote. L'autre grand ensemble de prokaryotes distincts des eubactéries est celui des archées. Les archées sont des organismes unicellulaires, prokaryotes, qui colonisent surtout les milieux de vie à conditions extrêmes, telles que des eaux saturées en sel ou des sources sulfureuses très chaudes. Mais on a découvert aussi des archées dans toute une variété de milieux qui ne sont pas nécessairement extrêmes, tels que le sol, l'eau de mer, des marécages et la flore intestinale. Environ 400 espèces d'archées sont actuellement connues. Les archées présentent des phospholipides particuliers dans leur membrane. De plus, la présence de protéines histones dans le matériel génétique des archées les rapproche des eucaryotes, mais les distingue des eubactéries. Revenons sur le schéma présenté dans la question 29 et qui permettait d'observer la structure d'une eubactérie en forme de bâtonnet typique tel qu'Escherichia coli. On pouvait commencer par présenter les éléments dont la présence est constante dans les eubactéries, puis présenter ensuite les éléments dont la présence est facultative. Parmi les éléments obligatoires, on trouve notamment le cytoplasme et à l'intérieur de ce cytoplasme de l'ADN bactérien double brin, différent de l'ADN des cellules eucaryotes pour trois raisons. Cet ADN n'est pas lié à des protéines histones, il est caractérisé généralement par sa forme circulaire et il n'est pas protégé à l'intérieur d'une enveloppe nucléaire. Ce matériel génétique est aussi appelé le chromosome bactérien. Et la double hélice d'ADN que constitue ce chromosome bactérien est surenroulée à l'intérieur du cytoplasme. Déplié, le chromosome bactérien aurait près d'1 mm de longueur, soit 1000 fois la longueur de la bactérie elle-même. Parmi les autres éléments obligatoires de la bactérie, on trouve aussi de nombreux ribosomes qui assurent la synthèse des protéines bactériennes, la membrane plasmique qui limite le cytoplasme et la paroi bactérienne qui recouvre la membrane plasmique. Cette paroi bactérienne relativement rigide est responsable de la forme de la bactérie et elle assure aussi sa protection. Notons que la coloration de Gram permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi bactérienne et d'utiliser ces propriétés pour distinguer deux grands types de bactéries, les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif. Après coloration de Gram, les bactéries dites à Gram positif apparaissent de couleur violette au microscope optique. La paroi de ces bactéries à Gram positif est constituée d'une épaisse couche de peptidoglycane. Après coloration de Gram, les bactéries à Gram négatif apparaissent de couleur rose au microscope optique et la paroi de ces bactéries à Gram négatif est composée de moins de peptidoglycane, mais une membrane externe supplémentaire vient compléter leur paroi. La bactérie Escherichia coli est un exemple de bactérie à Gram négatif. Les eubactéries peuvent être également constituées d'éléments facultatifs que je vais vous présenter maintenant. Ainsi, certaines eubactéries ont leur paroi entourée par une capsule gélatineuse et pour de nombreuses bactéries, la capsule est considérée comme un facteur de virulence, c'est-à-dire qu'il rend la bactérie pathogène. Certaines eubactéries disposent aussi
de flagelles qui permettent leur déplacement. Les flagelles bactériens sont des structures semi-rigides qui sont ancrées dans la membrane plasmique et dont la base est constituée par un moteur moléculaire qui assure sa rotation par un mécanisme qui rappelle le mécanisme des ATP synthase mitochondriale que je vous avais déjà présenté. Des pili émergent aussi de la surface de certaines bactéries. Ces pili sont plus courts et plus fins que les flagelles et ils ne sont pas impliqués dans la mobilité bactérienne, mais ils servent de structure de fixation. Enfin, de nombreuses bactéries contiennent un ou plusieurs plasmides, parfois plusieurs centaines de plasmides. La plupart des plasmides sont des molécules d'ADN circulaires, double brin, beaucoup plus petites que le chromosome bactérien. Ces plasmides constituent de l'ADN qualifié d'extra-chromosomique par opposition à l'ADN constitutif du chromosome bactérien. Les plasmides se répliquent en général de manière indépendante du chromosome, mais c'est cependant la machinerie de la bactérie qui assure leur réplication. Les plasmides sont optionnels pour la bactérie qui les contient, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas indispensables au métabolisme de la bactérie dans des conditions normales de croissance. Certains plasmides codent pour des enzymes qui inactivent des antibiotiques bien définis. De tels plasmides, portant donc un gène de résistance, rendent ainsi la bactérie qui les contient résistante à tel ou tel antibiotique. Passons maintenant à la correction de la question numéro 30. À partir des données issues des deux questions précédentes, mais aussi à partir de vos connaissances, vous deviez présenter les ressemblances structurales et biochimiques qui existent entre les éléments X et les éléments Y, c'est-à-dire entre les mitochondries ici à gauche et les eubactéries, dont une est schématisée ici à droite. Les mitochondries et les eubactéries ont tout d'abord une taille comparable de l'ordre d'1 à quelques micromètres. Les bactéries et les mitochondries possèdent d'autre part leur propre matériel génétique constitué par de l'ADN circulaire, double brin, non associé à des histones, et l'organisation de leurs gènes est comparable. Les bactéries et les mitochondries ont aussi une activité propre de synthèse protéique grâce aux ribosomes qu'elles contiennent. Les ribosomes mitochondriaux et les ribosomes des cellules prokaryotes ont une composition comparable, différente de celle des ribosomes des cellules eucaryotes, et ils présentent la même sensibilité à certains antibiotiques tels que la streptomycine, antibiotiques qui sont sans effet sur les ribosomes des cellules eucaryotes. De plus, les mitochondries sont limitées par une double membrane, exactement comme les bactéries à gram négatif. Et ce schéma présente la double membrane d'une bactérie à gram négatif telle qu'Escherichia coli. De telles bactéries sont limitées non seulement par une membrane plasmique, mais aussi par une membrane externe. La membrane externe est en contact direct avec le milieu extérieur. Elle est constituée d'une double couche de phospholipides et dans la couche la plus externe, tous les phospholipides ou une partie seulement d'entre eux sont remplacés par des molécules de lipopolysaccharides. Cette membrane externe contient aussi de nombreuses protéines intrinsèques et notamment des protéines de transport appelées les porines. Et nous avions vu dans les 6e et 7e vidéos de cette série que les porines étaient aussi présentes dans la membrane mitochondriale externe. L'espace périplasmique des bactéries à gram négatif se situe entre la membrane externe et la membrane plasmique et il constitue un espace de stockage d'éléments tels que des enzymes et des nutriments. Cet espace périplasmique contient aussi une couche de peptidoglycanes relativement mince. Des lipoprotéines vont faire ici le lien entre le peptidoglycane et la membrane externe. La membrane plasmique des bactéries à gram négatif, qui constitue donc ici la membrane interne, est constituée aussi par une double couche de phospholipides avec des protéines intrinsèques. Et cette membrane plasmique contient par exemple
des protéines de cotransport, des chaînes respiratoires et des ATP synthase exactement comme la membrane interne des mitochondries. Le diphosphatidyl-glycérol, qu'on appelle aussi la cardiolipine, qui était présente, nous l'avions vu dans la 6e vidéo, dans la membrane mitochondriale interne, est aussi présent dans la membrane interne de ces bactéries à gram négatif. Les eubactéries et les mitochondries présentent également de nombreux gènes en commun. Ainsi, 800 protéines mitochondriales possèdent une parenté avec les protéines d'une bactérie du genre Rickettsia. Les Rickettsi forment un genre de bactéries appartenant à la classe des alpha-protéobactéries. Les Rickettsi sont de petites bactéries d'environ 300 nanomètres, visibles par exemple ici en rouge après coloration spécifique. Et ces bactéries vivent à l'intérieur du cytoplasme de certaines cellules eucaryotes qu'elles parasitent. L'organisation du système énergétique générateur d'ATP de la mitochondrie que nous avons décrit dans la 7e vidéo de cette série et qui est représentée sur le schéma de gauche est tout à fait similaire dans les bactéries telles qu'Escherichia coli avec le fonctionnement d'une chaîne de transfert d'électrons, la genèse d'un gradient de protons transmembranaires et l'activité d'ATP synthase. Mais c'est la membrane plasmique de la bactérie qui va jouer le rôle de la membrane mitochondriale interne. La chaîne respiratoire bactérienne va entraîner une translocation de protons dans l'espace périplasmique et les ATP synthase de la membrane plasmique vont permettre le retour des protons dans le cytoplasme, ce qui permet à ces ATP synthase de catalyser la phosphorylation de l'ADP en ATP par un mécanisme tout à fait comparable à celui que nous avons décrit dans les mitochondries lors de la 7e vidéo. La structure et le mécanisme de fonctionnement des ATP synthase bactériennes sont identiques à ceux des mitochondries, avec notamment la mise en jeu d'un rotor et d'un stator. La comparaison des mitochondries et des bactéries révèle donc l'existence de nombreuses ressemblances entre elles, tant sur le plan structural que sur le plan biochimique. Et les deux documents présentés ici dans la question 31 devaient vous permettre de présenter une autre ressemblance entre les mitochondries et les bactéries. Le premier des deux documents était une électronographie en fausse couleur d'Escherichia coli, c'est-à-dire d'une bactérie. Et il fallait repérer que cette bactérie est ici en cours de division. Cette image vous permettait donc d'aborder le cycle cellulaire des prokaryotes. Le cycle cellulaire des bactéries commence par une phase de croissance cellulaire, au cours de laquelle la bactérie va atteindre 2 fois sa longueur initiale. La durée de cette phase de croissance varie selon les conditions de nutrition ou de température. Et pendant cette phase de croissance, l'ADN bactérien de départ va être répliqué en 2 molécules d'ADN identiques entre elles et identiques à la molécule d'ADN de départ. La réplication de cette molécule d'ADN démarre en un point unique du chromosome bactérien qui est représenté ici par ce point orange et qu'on appelle l'origine de réplication. C'est à partir de ce point qu'a lieu le processus de réplication de l'ADN qui se poursuit tout le long du chromosome circulaire de la bactérie. Après cette phase de croissance, au cours de laquelle a lieu la réplication de l'ADN, a lieu une phase de division qui dure environ une vingtaine de minutes. Cette division se fait par scissiparité ou fissiparité, qui est un mode de division simple par rapport au processus de mitose qui caractérise le cycle cellulaire des eucaryotes. Cette scissiparité intervient après la réplication du chromosome bactérien. La cellule bactérienne s'amincit dans sa partie médiane, sa membrane plasmique s'invagine, une paroi transversale ou septum se forme au centre, et la bactérie se sépare finalement en 2 bactériefilles qui contiennent chacune une molécule d'ADN identique à l'ADN de la bactérie de départ. Le chromosome bactérien, visible ici en rouge sur cette électronographie en fausse couleur, est donc dupliqué lors de la phase de croissance, puis lors de la phase de division cellulaire par scissiparité,
il est réparti entre les deux bactéries filles qui sont ainsi génétiquement identiques à la bactérie de départ. Et dans un habitat naturel ou bien en culture dans un milieu nutritif convenable, les bactéries vont ainsi se multiplier très efficacement en gardant les mêmes caractéristiques génétiques, formant ainsi un clone de cellules. Le second document présenté dans la question 31 était une électronographie obtenue en utilisant un microscope électronique à transmission. On pouvait identifier ici les membranes du réticulum endoplasmique rugueux recouvertes par des ribosomes. On est donc ici dans le cytoplasme d'une cellule eucaryote. On pouvait aussi reconnaître ici une mitochondrie limitée par ces deux membranes et présentant de nombreuses crêtes. Mais il fallait surtout remarquer ici que cette mitochondrie est en train de se diviser par un étranglement dans sa partie médiane, exactement à la manière d'une bactérie. La division d'une mitochondrie se fait aussi par scissiparité ou fissiparité, selon un processus tout à fait comparable à la division d'une bactérie, ce qui ajoute finalement une autre ressemblance fonctionnelle entre la bactérie et la mitochondrie. Les mitochondries sont donc capables de se diviser, ce qui permet de conserver leur nombre au cours des cycles cellulaires successifs de la cellule eucaryote qui les contient. La capacité de division des mitochondries peut permettre aussi d'augmenter leur nombre dans la cellule eucaryote si l'activité cellulaire le nécessite. Ainsi, l'exercice physique entraîne une augmentation du nombre de mitochondries dans les fibres musculaires. Une fibre musculaire activée en permanence va en effet contenir 5 à 10 fois plus de mitochondries qu'une fibre musculaire au repos. Dans le processus de division d'une mitochondrie, et exactement comme lors du cycle cellulaire des bactéries, l'ADN mitochondrial circulaire, qui est représenté ici en mauve, est d'abord répliqué, puis la mitochondrie se divise en deux parties égales par un processus de scissiparité, chaque mitochondrie fille récupérant une partie de l'ADN de départ. Notons que les mitochondries peuvent aussi fusionner entre elles. Les mitochondries ne sont en effet pas des organites isolés les uns des autres, mais elles constituent un véritable réseau visible ici dans une cellule, ce réseau étant finalement comparable à celui que forme le réticulum endoplasmique ou l'appareil de Golgi. Et dans les cellules, ce réseau va adopter une morphologie tubulaire qui est conditionnée par un équilibre constant entre des processus actifs de fission, c'est-à-dire de division ou de scissiparité, et des processus de fusion des membranes mitochondriales. Des protéines mitochondriales impliquées dans ces processus de fusion et de fission ont été identifiées, telles que les mitofusines, qui sont présentes sur la membrane mitochondriale externe et qui sont impliquées dans la fusion mitochondriale, et les protéines FIS1 qui sont présentes également dans la membrane externe de la mitochondrie, mais qui sont impliquées cette fois dans la fission des mitochondries. Voici maintenant la réponse à la 32e question, qui est la dernière question de cette vidéo. Dans cette question, je vous demandais d'utiliser les données issues des deux questions précédentes, mais aussi de faire appel à vos connaissances et de vous servir de ce schéma pour présenter la théorie actuellement admise permettant d'expliquer l'origine de ces éléments X au cours de l'histoire du vivant. Les éléments X que nous avons décrits dans cette vidéo et que vous retrouvez représentés ici en rouge dans ce schéma sont les mitochondries. Les deux questions précédentes et ce schéma qui était à compléter devaient vous conduire à présenter la théorie qui vise à expliquer l'origine des mitochondries. Nous avons vu l'existence de ressemblances à la fois structurales, biochimiques et fonctionnelles entre les bactéries et les mitochondries. Ces ressemblances constituent des arguments en faveur de la théorie endosymbiotique qui vise à expliquer l'origine des mitochondries. Cette théorie a été formulée par Lynn Margulis dans les années 1960.
Rappelons quelques termes importants avant de présenter cette théorie. On parle de symbiose lorsque deux organismes vivent ensemble en une association réciproquement bénéfique, c'est-à-dire que chaque partenaire trouve un avantage à cette association. Le symbiote est l'organisme qui vit en symbiose avec un autre. Et on va parler d'endosymbiose si l'un des deux partenaires vit à l'intérieur des cellules de l'autre partenaire. Le partenaire qui vit en symbiose dans les cellules de l'autre est alors qualifié d'endosymbiote. Pour présenter la théorie endosymbiotique qui vise à expliquer l'origine des mitochondries, remontons aux origines de la vie sur Terre. Il y a 3,8 milliards d'années, apparaissaient les premières cellules de type prokaryote, c'est-à-dire des cellules dépourvues de noyaux et de membranes intracellulaires. Puis entre 2,7 et 1,8 milliards d'années, apparaissaient les premières cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules pourvues d'un vrai noyau et d'organites limités par des membranes intracellulaires telles que le réticulum endoplasmique. Il est possible qu'une invagination progressive de la membrane plasmique ait permis de produire l'enveloppe nucléaire et un réseau endomembranaire chez les eucaryotes primordiaux. Au cours des 2 premiers milliards d'années de l'évolution du vivant, l'atmosphère qui entoure la Terre est très pauvre en dioxygène. Elle est anaérobie, ce qui signifie une vie sans air, en fait une vie sans dioxygène. Et dans cet environnement sans dioxygène, les bactéries captent et utilisent par exemple le soufre, l'azote, l'hydrogène pour produire leur énergie. Certaines bactéries, les cyanobactéries, réalisent la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles utilisent la lumière du soleil pour produire de l'énergie. Et exactement comme les plantes vertes actuelles, la photosynthèse qui a été réalisée par les cyanobactéries va permettre de libérer du dioxygène dans l'atmosphère. Ainsi, il y a 2 à 1,5 milliard d'années, l'atmosphère primitive s'enrichit en dioxygène. Mais le dioxygène se révèle extrêmement dangereux pour les autres organismes unicellulaires. Les réactions d'oxydation provoquent en effet une libération anarchique de chaleur et d'énergie chimique qui altère la plupart des constituants cellulaires. Et durant cette période a lieu une extinction massive et définitive de la plupart des espèces d'organismes unicellulaires. Les rares survivants sont d'une part des cellules anaérobies qui ont fui le dioxygène qui les tue en occupant les profondeurs des océans et du sol, et d'autre part les premières bactéries aérobies dans lesquelles la survenue de modifications génétiques accidentelles a permis au hasard la mise en place de mécanismes permettant de contrôler les réactions d'oxydation et d'utiliser le dioxygène pour produire de l'énergie. Les eucaryotes primitifs sont incapables de résister au dioxygène et la quasi-totalité d'entre eux disparaissent. La théorie endosymbiotique postule qu'une cellule eucaryote anaérobie primitive aurait capturé une bactérie aérobie. Cette cellule eucaryote primitive aurait phagocyté ces bactéries aérobies, mais au lieu de les digérer, elle les aurait conservées dans son cytoplasme. En effet, ces bactéries leur procurent une capacité nouvelle, celle d'utiliser le dioxygène pour produire de l'ATP par un processus de respiration aérobie. Tandis que ces bactéries se trouvent finalement à la fois nourries, logées et protégées par leur hôte eucaryote. Il se serait établi ainsi une endosymbiose stable entre une cellule eucaryote primitive anaérobie et une cellule prokaryote aérobie. Ces bactéries endosymbiotiques, désormais prisonnières de la cellule eucaryote qui les héberge, seraient ainsi devenues les mitochondries des cellules eucaryotes. Les études phylogénétiques indiquent que cette endosymbiote d'origine prokaryote est apparentée aux alpha-protéobactéries
le plus proche parent de la mitochondrie connu actuellement étant une bactérie du genre Rickettsia, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les phylogénies moléculaires, qui sont basées en particulier sur l'analyse des séquences des gènes ribosomiques, prouvent en effet que toutes les mitochondries ont une même origine et qu'elles sont proches des alpha-protéobactéries actuelles. En résumé, ce serait donc dans une cellule eucaryote anaérobie qu'auraient été acquises les mitochondries par une endosymbiose d'alpha-protéobactéries, conférant ainsi à la cellule eucaryote la capacité à utiliser le dioxygène pour produire une grande quantité d'ATP par phosphorylation oxydative grâce aux bactéries aérobies endosymbiotiques qu'elle héberge. Ainsi, serait apparu vers 1,5 milliard d'années, suite à une endosymbiose qualifiée de primaire, les premières cellules eucaryotes aérobies hétérotrophes capables de réaliser la fonction de respiration cellulaire grâce à leurs mitochondries. Et notons que selon cette théorie, la membrane externe de l'enveloppe mitochondriale aurait pour origine la membrane plasmique de la cellule eucaryote elle-même. Cette membrane externe de la mitochondrie serait en fait la membrane du phagosome dans lequel aurait été isolée la bactérie lors de sa phagocytose initiale. Au cours de l'évolution, il y a eu ensuite une synchronisation progressive du fonctionnement des génomes nucléaires et mitochondrial. Des gènes mitochondriaux se sont perdus au cours de l'évolution. Certains ont été conservés dans le génome mitochondrial, mais il faut surtout noter qu'au cours de l'évolution, un transfert horizontal d'une grande partie des gènes de la mitochondrie s'est produit vers le noyau, si bien que l'essentiel des protéines mitochondriales est désormais codé par le génome nucléaire. Les protéines mitochondriales codées par l'ADN nucléaire doivent donc être importées à l'intérieur de la mitochondrie par différents mécanismes qui nécessitent peptides signal, complexes d'importation et apport énergétique. La mitochondrie n'est donc pas un organite indépendant dans la cellule eucaryote, mais elle constitue un organite semi-autonome. Notons que le transfert de gènes mitochondriaux vers le génome nucléaire n'a pas été complet au cours de l'évolution, peut-être en raison de modifications du code génétique mitochondrial. La mitochondrie est en effet une des rares exceptions dans le monde vivant au caractère universel du code génétique. Et ces modifications du code génétique mitochondrial rendraient non fonctionnels les gènes mitochondriaux qui restent encore dans le génome de la mitochondrie s'ils avaient été aussi incorporés au génome nucléaire. Ces changements du code génétique mitochondrial ont probablement dû interrompre le transfert des gènes de la mitochondrie dans le noyau, à l'intérieur duquel il se révélait inutilisable. Ainsi, 1% de l'ensemble des protéines mitochondriales est codé par le génome de la mitochondrie, le reste étant codé par le génome nucléaire. Le fonctionnement des mitochondries est aujourd'hui couplé à celui de la cellule eucaryote dont elles font partie intégrante. Et la biogénèse de la mitochondrie nécessite la contribution de deux génomes, le génome nucléaire et le génome mitochondrial, ces deux génomes étant séparés mais coordonnés. On retiendra surtout que le génome nucléaire exerce une influence écrasante sur la biogénèse de la mitochondrie. Les mitochondries ne sont cependant pas les seuls organites semi-autonomes des cellules eucaryotes. Les chloroplastes sont aussi des organites semi-autonomes et, comme pour les mitochondries, on aurait pu présenter la liste d'arguments comparables conduisant à expliquer l'origine des chloroplastes. Comme les mitochondries, les chloroplastes seraient le résultat d'une autre endosymbiose primaire, mais cette fois entre une cellule eucaryote hétérotrophe, pourvue de mitochondries, et une cyanobactérie autotrophe, à activité photosynthétique. Cette nouvelle endosymbiose primaire aurait conduit à la formation de cellules eucaryotes autotrophes capables de photosynthèse grâce à leur cyanobactérie
endosymbiotiques. Ces cyanobactéries seraient ainsi devenues des chloroplastes, autres organites semi-autonomes, limités comme les mitochondries par une double membrane. La membrane interne de l'enveloppe du chloroplaste, représentée ici en vert, aurait donc une origine cyanobactérienne, alors que la membrane externe du chloroplaste, qui est représentée ici en rouge, aurait pour origine la membrane plasmique de la cellule eucaryote. Cette membrane externe serait en fait celle du phagosome, dans lequel la cyanobactérie se serait trouvée après sa phagocytose. Ainsi, se seraient formés par endosymbiose primaire les chloroplastes à deux membranes de la lignée verte, lignée à laquelle appartiennent par exemple les algues vertes et les plantes terrestres. Mais contrairement aux mitochondries qui n'ont été acquises qu'une seule fois dans l'histoire évolutive des eucaryotes, les plastes, qui présentent une grande diversité ultrastructurale entre les différentes lignées où ils sont présents, ont été acquis par une succession d'endosymbioses. L'endosymbiose primaire d'une cyanobactérie n'a été réalisée qu'une seule fois, mais les autres lignées photosynthétiques sont apparues ensuite par des endosymbioses secondaires d'eucaryotes déjà pourvus de plastes et parfois aussi d'endosymbiose tertiaire. Voici une illustration d'un processus d'endosymbiose secondaire à l'origine de certains chloroplastes entourés par 4 membranes et que l'on trouve chez les algues brunes. La cellule eucaryote hétérotrophe, représentée ici, a acquis des mitochondries par une endosymbiose primaire. Une cellule eucaryote autotrophe a acquis par une autre endosymbiose primaire des chloroplastes limités par une enveloppe à 2 membranes. Une endosymbiose secondaire va s'établir lorsque une cellule eucaryote hétérotrophe va absorber et conserver dans son cytoplasme la cellule eucaryote autotrophe qui devient l'endosymbiote. La membrane plasmique de la cellule endosymbiote, qui est représentée ici en violet, et la membrane de phagocytose, qui est représentée ici en rouge, constituent donc une deuxième enveloppe externe du chloroplaste. En général, le noyau et le cytoplasme de la cellule endosymbiote dégénèrent, le chloroplaste se trouvant alors finalement entouré par 4 membranes, les 2 membranes du chloroplaste initial, la membrane plasmique de la cellule symbiote et la membrane de phagocytose. Notons que les plastes de certains dinoflagellés dérivent quant à eux d'endosymbiose tertiaire. Cette 9e vidéo d'exploitation de documents de biologie arrive à son terme et elle avait pour objectif de reprendre les notions de base concernant les cellules prokaryotes et les mitochondries. Mais elle était aussi destinée à présenter la théorie endosymbiotique qui vise à expliquer l'origine des mitochondries. Et cette théorie permet d'expliquer aussi l'origine des chloroplastes qui sont, comme les mitochondries, des organites semi-autonomes des cellules eucaryotes. La symbiose a joué un rôle essentiel dans l'évolution des organismes. Elle apparaît aujourd'hui comme un moteur primordial de transformation de la vie, en particulier de sa complexification. Dans la prochaine vidéo, nous reprendrons l'exploitation de ce schéma de la cellule eucaryote en abordant le compartiment nucléaire. Je vous remercie de l'intérêt que vous manifestez pour ces vidéos et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo afin de poursuivre cette exploration de l'organisation fonctionnelle de la cellule eucaryote.